l'instar de Dracula, la créature de Frankenstein est certainement l'un des personnages de fiction les plus récurrents au cinéma, Dracula ayant été plutôt décliné du côté de la figure du vampire, bien sûr. Jean-François Chassé, dans son ouvrage La monstruosité en face, rappelle ainsi que, je cite, « La quantité des adaptations de Frankenstein depuis 200 ans est phénoménale, d'autant qu'elles ont commencé tôt, dès la décennie 1820, sans jamais cesser. Elles tendent même à augmenter au cours des dernières années, notamment au cinéma. Dans 18 films entre 2010 et 2018, on lit le nom de Frankenstein. » Depraved, justement, c'est le dernier né de cette longue série d'adaptations, sortie en 2019. C'est le film du réalisateur qui s'appelle Larry Fessenden. Peu connu, il a fait quelques petits nanars, je pense à Wendigo par exemple. Mais il est aussi le scénariste d'un jeu vidéo interactif qui a été récompensé, qui s'appelle Until Dawn, c'est un jeu vidéo d'horreur dans lequel on fait des choix. Et puis à la fin, il faut faire en sorte que tout le monde survive, ce qui est difficile. J'en témoigne personnellement. Le film est une réécriture contemporaine du mythe établi par Shelley. Vous allez voir que c'est une réécriture presque fidèle, en tout cas elle ne s'en cache pas, dans lequel un ancien chirurgien de guerre américain, que vous voyez à gauche ici sur le plan, ayant servi sur le front en Irak, fabrique un être à partir de monceaux de corps épars et du cerveau d'un homme qui a été tué en pleine rue à Brooklyn. Particularité de cette adaptation, ce docteur Frankenstein, qui répond au nom de Henry, comme dans la version de Weld, est chapeauté par un énigmatique Polidori, dont le nom fait d'ailleurs référence à l'auteur de la nouvelle Le Vampire au XIXe siècle. On comprendra bien vite que ce Polidori est en fait un mécène intéressé par ce que pourra lui donner financièrement la prouesse scientifique de Henry, puisque Polidori en fait développe une espèce de start-up qui fabrique un liquide permettant de réanimer les morts, et Henry est son outil pour réussir à développer cela. Dans un cadre urbain crasseux où start-up et traumatisme de la guerre se mêlent, Depraved s'avère plutôt unique dans son traitement du mythe de Frankenstein. Les questions que je vais donc me poser quant à cette réécriture sont les suivantes. Quel docteur Frankenstein et quelle créature peut nous offrir le XXIe siècle capitaliste et post-nihiliste ? Et surtout, quel discours porte cette réécriture sur la modernité ? Là, je rejoins un petit peu plus ma spécialité. Alors, cette dernière question sur le discours que porte l'œuvre sur la modernité est plutôt essentielle, car, selon moi, Frankenstein est une œuvre ambivalente, dont une des interprétations possibles est anti-moderne. C'est là que je rejoins mon petit plaisir coupable. Au cœur d'une époque tourmentée par la Révolution française et l'épopée napoléonienne, il faut rappeler que Marie Shelley portait un regard plutôt critique sur les idéaux des Lumières et en tout cas sur la monstruosité des révolutionnaires. On peut ainsi estimer que le monstre de Frankenstein symbolise cette monstruosité des révolutionnaires lâchés sur l'Europe. Alexander Cook, dans son article sur les Lumières, Frankenstein et la question de la perfectibilité chez Rousseau, écrit ainsi, je cite, je vais le mettre, hop. Frankenstein should be understood as an episode in a wider romantic critique of the dominant philosophy during the previous century in Europe. More particularly, it is sometimes read as a parable about the monsters unleashed in France and elsewhere through its revolutionary aspirations for social transformation through reason. Je réalise que je ne vous ai pas montré la petite affiche du film que vous voyez ici. Très intéressante parce que vous allez voir que la question de la dualité entre le créateur Henry et sa créature est encore plus forte dans cette adaptation-là. On a ici l'image d'une forme de double face qu'on retrouve également, bien sûr, dans Batman. Je mentionne également, à la suite de cette citation issue de l'article d'Alexander Cook, l'article de Catron et Newman qui s'intitule Frankenstein, les Lumières et la Révolution comme monstre, paru dans les Annales historiques de la Révolution française en 1993, très intéressant aussi sur ce sujet. Au-delà de cette métaphore, Shelley s'attarde en particulier aux idéaux de Rousseau, dont le roman pourrait être une forme d'hommage philosophique ou alors une petite attaque, c'est selon le point de vue qu'on adopte. Le concept de perfectibilité dont parle Cook était ardemment discuté sous les Lumières, et la thèse de Rousseau résidait en une idée fondamentale. Les Lumières vantaient un progrès émancipateur, mais selon lui, l'homme, au contact de la société, perd une forme d'innocence et succombe à la corruption de ses pairs. Sur le progrès, il faut quand même préciser quelques termes, je vais le faire aussi avec antimodernité. Le progrès, comme l'explique Robert Redeker, doit bien être circonscrit comme, je cite, « une valeur dans la mesure où l'on suppose, à juste titre, qu'il améliore empiriquement l'existence humaine et où, c'est beaucoup moins justifié, qu'il améliore l'humanité elle-même, qu'il la conduit vers un état de bonheur et de perfection. » Voilà pour cette courte définition.
Pour en revenir à Rousseau et son influence sur Shelley, rappelons notamment que le docteur Frankenstein est citoyen de Genève, comme Rousseau, et que la créature, passée de l'état de nature à l'état de société, va être corrompue de plus en plus par cette dernière jusqu'à vouloir tuer son créateur. Ce qui va être le cas dans le film aussi. J'aime aussi me dire, lorsque je me prends pour cette petite vipère de Voltaire, que derrière Victor qui fuit sa créature, il y a cet hypocrite de Rousseau qui abandonne ses enfants tout en écrivant Émile ou de l'éducation. Frankenstein pourrait-elle donc être lue comme une œuvre anti-moderne, critique du progrès, comme le faisait Rousseau en son temps? On va un petit peu y revenir ici en partie. C'est en tout cas le choix que fait ce film, cette adaptation. Précisons rapidement le terme d'antimoderne qui est apparu dans l'imaginaire collectif grâce à Antoine Compagnon, qui établit l'antimodernité comme étant un refus de la métaphysique moderne. Je cite: la veine élégiaque du tempus fugit se retrouve toujours et partout, mais comment parler d'antimoderne au sens fort avant le triomphe de la métaphysique moderne, comme disait Peggy, avec la Révolution française, avec l'idéologie du progrès. L'antimoderne comme arrière-pensée, pensée de derrière, restriction mentale des modernes, comme méfiance à l'égard du dogme de la métaphysique moderne, à savoir le progrès, apparaît avec ce dogme comme son revers, son autre ou sa mauvaise conscience. L'antimoderne refuse, sinon le progrès, du moins la bonne conscience du progrès. Et j'ai mis une jolie peinture d'un des plus célèbres, c'est Joseph de Maistre, qui était également un contre-révolutionnaire carabiné. De notre côté, nous avançons que l'antimodernité est moins une opposition à la métaphysique moderne, comme l'écrit Compagnon, que la certitude que la modernité a effacé toute métaphysique. C'est en tout cas ce que je développe dans ma thèse aussi. Est antimoderne finalement celui ou celle qui doute du progressisme, certes, mais aussi celui ou celle qui pense, comme Georges Bernanos, que la civilisation moderne est une, je cite, conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Si l'on se range du côté de Baudelaire, on peut aussi estimer qu'est antimoderne celui qui reste persuadé de la présence du péché originel en chacun. Et enfin, nous pourrions arguer qu'est antimoderne toute personne rejetant les acquis d'un bouleversement social ou sociétal. De nos jours, par exemple, est antimoderne en France, un Français qui considère que mai 68 est une catastrophe. Ces courtes définitions faites, revenons à Shelley et au film. Shelley a pu adhérer aux idéaux révolutionnaires les plus radicaux à ses débuts, mais elle s'en est progressivement distancée, en témoigne cet extrait de son journal, 1838, je cite: I have no wish to ally myself to the radicals. They are full of repulsion to me, violent without any sense of justice, selfish in the extreme. Frankenstein est en effet écrit à un moment où la terreur et Napoléon ont passé et où la restauration survient, défendue donc ardemment par des théoriciens contre-révolutionnaires comme Joseph de Maistre que nous avons à l'écran. Je cite un autre extrait intéressant de Cook avant de commencer à développer sur le film. Alexander Cook nous dit: If the creature is not born evil, then the origin of evil in the novel does not lie in Frankenstein's act of creative hubris. Frankenstein's creation was not inherently destructive or malicious. Despite the obvious and explicit parallels between Frankenstein's scientific explorations and Adam's eating of the tree of knowledge, the will to knowledge, as Foucault might label it, is not the crucial or original sin in the novel. The problem, to put it simply, is not science as such. The problem may lie partially in bad natural philosophy or hasty attempts to apply its results, but the key issue lies elsewhere. They derive from a failure of sympathy, the initial parental rejection and the myriad rejections that follow from a world unable to embrace a monster that is also humanity in the world. Alors j'aime beaucoup cette idée-là, parce qu'on va voir que dans le film Depraved, c'est vraiment le centre, le cœur de la lecture du mythe de Frankenstein, le rejet parental et l'éducation qui en découle. Enfin, revenons rapidement sur le sous-titre, c'est-à-dire le Prométhée moderne. Notons que cette idée du Prométhée a évolué au fur et à mesure des époques. Sous l'humanisme, Prométhée est un savant qui crée une créature d'argile et de matériaux humains. Il cherche donc la science véritable. On peut faire référence au Prometheus Sive des Statu Hominis 1609 de Bacon. Ensuite, sous le romantisme allemand, Prométhée devient plutôt l'incarnation d'un questionnement métaphysique. On pense au Prométhée de Goethe en 1778. Celui de Shelley est en fait un retour vers une forme antique, typique du romantisme: punition juste, parti pris pour la créature contre le créateur, impiété, violence, etc. De fait, je réitère ma question: quel Prométhée désormais au XXIe siècle? Est-ce que l'adaptation Depraved échappe au complexe de Frankenstein théorisé par Asimov, c'est-à-dire le leitmotiv d'une lutte créature-créateur? Et qu'est-ce que la reprise du mythe dans un cadre contemporain américain nous dit de celui-ci et de notre époque?
Nous allons voir que dans Depraved, le parti pris du réalisateur est de faire d'Henry, notre Dr Frankenstein de Brooklyn, un père qui assume sa charge. C'est tout d'abord le premier parti pris, il assume sa charge de père. De même, Polidori, d'ailleurs nom de l'auteur de la nouvelle Le Vampire, je le rappelle, au XIXe siècle, ce détestable manager de start-up cliché, joue le rôle d'un second père. Le film va dès lors porter un discours anti-moderne fondamental. Quelle éducation peuvent offrir des hommes gangrénés par le pur rationalisme, la science pour la science et le désir mercantile? Éduqué par ces deux pères symboles d'une modernité en faillite, Adam, c'est le nom de la créature, n'évitera pas le mal et cherchera absolument à trouver amour et spiritualité dans sa quête d'une femme. Tout d'abord, nous avons Henry, que l'on pourrait qualifier d'enthousiaste éducateur matérialiste. C'est le premier père d'Adam. A contrario de Victor Frankenstein, il ne fuit pas sa créature, il regarde Adam avec fascination. Il explose d'ailleurs de joie face à son exploit scientifique et se lance dans l'éducation de sa créature. Pourtant, malgré cette bonne volonté, Henry révèle ses limites. Engoncé dans un esprit matérialiste strict, il éduque la créature, mais il reste dans la stricte science. Il fait des puzzles, ils font du sport et d'autres activités cérébrales ou motrices qui sont seulement là pour développer la capacité physique d'Adam, ou sa capacité donc cérébrale, mais aucune activité ne vient dépasser la stricte matérialité. Pour le dire plus crûment, Henry éduque Adam sans lui parler de métaphysique, de spiritualité, sans tenter d'élever son âme à des idéaux supraterrestres. Ainsi, les rares moments où Henry fait découvrir à Adam l'art, avec de la musique par exemple, ne sont pas des moyens d'élévation spirituelle, mais des moyens de stimuler son activité cérébrale encore une fois. Par exemple, il utilise la musique pour le pousser à mieux résoudre des puzzles, mais pas du tout pour élever son âme à la question du beau. Le premier mot que prononce Adam n'est ni papa, ni Henry, mais gravity, la gravité. Autrement dit, le premier mot d'Adam est un terme scientifique qui symbolise en plus sa soumission à la gravité terrestre, c'est-à-dire l'impossibilité pour lui de s'élever dans un au-delà du monde sensible. Henry, très heureux de ses premiers mots, n'est pas ému outre mesure par le choix du premier mot de son enfant. Mettons-nous d'accord, en tant que parents, on serait heureux d'entendre le premier mot de notre enfant, peu importe ce que c'est, mais il serait préférable que ce soit maman ou papa, c'est quand même un peu mieux. Henry prouve une nouvelle fois son attachement à la science et non à une quelconque idée de filiation. Il ne s'intéresse donc ni aux affects, ni au spirituel, alors que progressivement, durant le film, le cerveau de l'homme qui a été tué à Brooklyn et qui est à l'intérieur d'Adam va commencer à parasiter la mémoire d'Adam, victime d'éclairs mémoriels durant lesquels il entrevoit une femme ainsi que son assaillant juste avant sa mort. Les traumatismes dont est victime Adam font finalement écho aux traumatismes de la guerre en Irak d'Henry, qui refuse d'y faire face durant le film, et qui surgissent à la fin, lorsque l'on comprend que c'est sur le front qu'il a commencé à réparer les vivants. Je rappelle que c'était un chirurgien de guerre américain. Il réparait donc les corps de ses camarades tombés au combat, et c'est notamment en les réparant que Polidori a découvert cet homme-là, et puis il a dit « Ah oui, on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant avec cette capacité incroyable ». Ainsi, Henry est un père traumatisé, victime d'une guerre aux intérêts tout à fait discutables, scientifique cherchant à réparer les corps, mais oubliant qu'au-delà de ces corps, il y a des esprits, des souvenirs, des âmes souffrantes, comme il oublie son propre esprit et sa propre souffrance intérieure. Finalement, Henry est victime de PTSD, et il refuse de se faire soigner. Il trouve une issue dans la réparation simplement matérielle du corps d'Adam. Le soldat américain, bras armé d'un pays qui se veut l'avant-garde des Lumières, n'est-il pas finalement un Dr Frankenstein en puissance? On passe donc d'un Dr Frankenstein scientifique qui cherche à sonder à la manière d'un alchimiste le mystère de la création et de la vie, à un ancien marine traumatisé qui cherche réparation intime à travers sa réparation du vivant. Métaphore de la science autrefois conquérante, devenue coupable de nos jours. Le second père que vous voyez ici, Polidori, avec sa tête insupportable, l'acteur est excellent, est plus néfaste encore qu'Henry pour Adam. Ce businessman cynique, sorte de Jeff Bezos, c'est-à-dire Satan, décide de sortir une nuit avec Adam et lui faire découvrir ce qu'il considère être les charmes de New York, au programme musée, ça c'est bien, bar de danseuse, ça se complique, drogue et alcool. Dans le premier cas, durant la visite au musée, nous retrouvons la même conception, certes plus perverse encore, de l'art, tel qu'enseigné par Henry. Polidori aime lui montrer des peintures de guerre. Il va lui expliquer avec cynisme sa vision du monde et des hommes. Il va dire, voilà, tu vois, ils sont perfides et destructeurs. Il s'attarde également devant la peinture de Socrate, buvant la ciguë. Et il argue que le savoir philosophique est tout à fait vain, parce que de toute façon, tu vois, Socrate, il va se faire tuer. Lorsque Adam s'attarde devant une peinture du Christ descendu de la croix, soutenue par la Vierge Marie, Polidori lui dit de le suivre rapidement et de ne pas regarder ces conneries.
C'était là pourtant une énième occasion d'enseigner à Adam les notions de sacrifice, de pardon, d'amour et peut-être de finalité de la souffrance terrestre. Ainsi, Polidori est un véritable Satan moderne qui finit par le corrompre en l'amenant au bar de danseuse sans lui parler ni d'amour ni même de désir, mais simplement en l'invitant à glisser un billet dans la culotte d'une danseuse comme un Patrick Bateman, enfant de Wall Street, désabusé et avili. Enfin, il lui donne de l'alcool et de la drogue, déclenchant encore plus de souvenirs traumatiques et précipitant la chute d'Adam, puisque en fait, la mémoire du cerveau qui est dans sa tête va de plus en plus éveiller en lui des hallucinations durant le film. En définitive, Adam se retrouve pris entre deux pères. L'un, Henry, scientifique matérialiste traumatisé par la guerre, et l'autre, Polidori, businessman matérialiste et cynique. Un joli combo. La deuxième question qu'on peut se poser avant de terminer cette étude, c'est quelle créature de Frankenstein pour le XXIe siècle? Donc là, j'ai discuté de quel créateur avec un S. On peut tout d'abord dire que Adam cherche une femme, comme dans le roman, puisqu'il est tout d'abord attiré par la douceur de Lise, qui est la femme, en tout cas du moins la compagne d'Henry. Cette femme, qui est certainement la seule figure aimante du film, ne le fuit pas. D'ailleurs, elle touche même son corps à un moment donné, parce qu'elle rentre dans sa chambre et Adam est nu, et elle ne fuit pas du tout le corps, elle lui demande comment il va, est-ce qu'il a mal, et tout ça, elle prend soin de lui. Attiré par cette douceur-là, Adam a une seule obsession, avoir exactement la même chose qu'Henry, c'est-à-dire il dit « je veux la même chose que toi ». Sans le savoir, il va un soir s'enfuir et aller dans un bar, où il va rencontrer cette femme. Encore une fois, sans le savoir, il va lui demander de venir avec lui pour jouer au ping-pong. Et puis la femme... qui trouve quand même qu'il est un peu bizarre parce qu'il n'a pas une grande conversation. La femme va dire non, je vais rentrer chez moi parce qu'il la raccompagne chez elle. Et puis Adam, malheureusement, va la prendre de force et puis il va la ramener et puis sans faire exprès, il va la tuer, sans le savoir, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la mort. Au final, son péché n'en est pas un. Adam est pur comme un animal, il tue sans le savoir. Bien sûr, il faut rappeler qu'Adam est le double de Henry, on peut le voir dans ce magnifique plan ici. Son esprit, détruit par le PTSD, est illustré dans ce corps fracturé. Le plan montre également deux faces d'un même visage quand on y pense. La dualité d'Henry est représentée, il contemple sa propre monstruosité ici. La thématique du désir et de la procréation est également reprise, c'est une créature de Frankenstein qui pourrait, cette fois, peut-être symboliser des générations d'enfants conçus d'un même corps mystique souffrant et malade. Là, j'interprète. Je me dis peut-être que cette créature représente l'Amérique, c'est-à-dire, et puis en particulier l'Amérique qui délaisse ses anciens combattants. On peut, par exemple, penser que Henry qui répare simplement le corps physique, c'est l'Amérique qui procure des soins à ses soldats, mais qui ne se concentre pas sur le mental et le spirituel, qui ne procure pas des soins psychiatriques. Et donc qui prépare peut-être la voie à cette race de démons, je reprends le terme du roman, dont parle le Dr Frankenstein, c'est-à-dire ici des générations potentielles de soldats et d'enfants traumatisés par la guerre. Le monstre du film peut être également ce corps pluriel qu'on ne peut voir, c'est-à-dire un être charnier, synthétisant les morts innombrables et innommables des guerres modernes. Finalement, ce monstre est, comme dans le roman, corrompu et déçu par ses contacts avec l'humanité. Il déclare à la fin du film, je cite, « I came into this world full of wonders, but each of them were just thinking about themselves. They taught me not to care. » Ils m'ont appris à m'en foutre. La créature est finalement une créature perdue dans un XXIe siècle, lui-même siècle perdu, sans Dieu ni morale. Et là, je vais conclure sur cette petite présentation. Les enjeux de Frankenstein sont multiples, les possibilités interprétatives également, mais il me semble que la question de la filiation, de l'éducation et de la critique de la modernité sont centrales. Dans le film Depraved, la créature joue un rôle similaire au roman. Elle révèle moins sa monstruosité que celle des autres qui l'entourent. Dans le film, cet état de fait est plus prégnant encore. Chaque relation est dysfonctionnelle dans ce film. Adam nous permet d'observer un monde dans lequel l'argent est roi, les liens intimes faux ou brisés, et la perspective d'une transcendance définitivement disparue. Dans un premier temps, Henry est ce soldat traumatisé, incapable de prendre soin de lui, et qui se réfugie dans la réparation corporelle de ses camarades, avant de créer Adam, sous la complicité du satanique Polidori Jeff Bezos. Symbole d'une science devenue mercantile, au service du complexe militaro-industriel, il est le premier élément brisé de ce film. Ensuite, nous avons Lise, sa compagne, qui est une figure virginale dans le film, qui ne fuit pas devant Adam, qui accepte sa monstruosité, et qui symbolise la femme aimante, qui cherche à aider Henry d'ailleurs, et qui se révèle la plus humaine malgré sa relation amoureuse bouleversée.
La femme de Polidori, puisqu'il faut quand même en parler rapidement, ainsi que sa famille sont des exemples parfaits d'une nouvelle bourgeoisie qui vit d'intérêt. Polidori cherche à faire des affaires avec le riche père qui se fiche complètement de lui, et la femme de Polidori est une énième femme de banlieue alcoolique qui peste contre son mariage. Au cœur de cette infernale dépiction des échecs relationnels dans le monde moderne, Adam apparaît comme tout à fait normal. Un être pur qui cherche à saisir la beauté du monde et qui aspire à une forme de transcendance. Face à lui, le seul personnage qui est à sa place dans ce monde tordu, c'est finalement Polidori, figure d'un Satan fier de lui et prêt à tout pour réussir. En définitive, la créature de Frankenstein est un vecteur pour saisir que les véritables monstres sont les êtres en apparence les plus normaux. Et la vision de Depraved est celle, pour citer la critique de David Ehrlich sur IndieWire, traduite par mes soins, d'un, je cite, « Frankenstein pour l'époque du mouvement permanent et de la destruction, pour une époque où n'importe qui peut se prendre pour Dieu depuis le sous-sol de la maison parentale, et chaque géant tech à la Facebook suit son instinct plutôt que la raison ou la connaissance du monde. »